Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. L'art du trompe-l'œil consiste à faire plier le réel pour lui substituer une image qui lui ressemble, le prolonge, le transforme. Le travail d'André Pozzo pour l'église Sant'Ignazio à Rome, vers 1685, est un des exemples les plus cités d'un trompe-l'œil réussi, représentant la transmission de la foi par le biais d'une anamorphose virtuose, une perspective déformée sur la surface courbe de la voûte principale de l'édifice. Difficile de détacher les yeux d'un trompe-l'œil qui aspire le regard vers les hauteurs, qui surprend et donne envie de le retrouver bientôt. Giovanni Battista Gaoli, peintre contemporain de Pozzo, a lui aussi peint des fresques en trompe-l'œil pour les églises de Rome. Son œuvre principale, baroque, Le triomphe de la foi au nom de Jésus, terminée en 1683, se trouve dans l'église du Jésus, près de la Piazza Venezia. L'ordre des Jésuites, à qui appartenait le bâtiment, cherchait à mettre en image les fondements de ses croyances, bousculés par les réformes protestantes et réaffirmés par le Concile de Trente au milieu du XVIe siècle. La fresque de Gaoli vient dès lors réaffirmer le pouvoir de l'Église dans l'accompagnement des fidèles vers la révélation divine. Pour qui regarde le trompe-l'œil, émane la nécessité d'adhérer à cette illusion majestueuse qui tente de maintenir vivante une vision et une institution en perte d'influence, en réel danger. Les gueules cassées, survivants défigurés des conflits de la Première Guerre mondiale, laissent une trace visuelle, historique et photographique marquante dans l'imaginaire collectif du début des années 1920. Des blessés difficiles à voir, à regarder, et qui sont devenus malgré eux les témoins de la naissance de la chirurgie réparatrice. Sur 8 millions de soldats français envoyés au conflit, près de 3 millions reviennent avec des blessures importantes. Et 15% des victimes ont été touchées au visage, suite au déploiement de nouvelles armes de guerre comme les obus et les grenades. Au final, on peut dénombrer près de 15 000 grands blessés au visage. Les gueules cassées faisaient face à 2 types de complications de santé principales à leur retour. Les problèmes de cicatrisation osseuse, entraînant des douleurs et des palpitations de la mâchoire, et la constriction ou resserrement des mâchoires, causant des blocages, des déséquilibres faciaux, des craquements ou d'autres symptômes diffus comme des névralgies, migraines ou vertiges. Le corps médical a ainsi fait son possible pour s'adapter à ces nouvelles blessures, permettant d'isoler un type de patient inédit, le blessé maxillofacial, touché à la fois aux mâchoires et à la face. Et de nouveaux remèdes mixtes, mêlant intervention chirurgicale et utilisation de prothèses spécifiques. Mettre fin à la défiguration devient ainsi le principal objectif de la médecine de l'époque. Au Val-de-Grâce, à Paris, le docteur Maurestin met en place le service des baveux, spécialisé en chirurgie maxillofaciale. Et à Lyon, les efforts principaux viennent de l'école dentaire dirigée par le docteur Pont. La réussite des thérapies administrées alors avait pour base les progrès effectués dans les méthodes d'anesthésie générale par intubation, évitant le port du masque pendant l'intervention et facilitant donc le drainage et la préservation des tissus sains. Le peintre norvégien Edvard Munch porte un intérêt particulier à la répétition des motifs et des figures. Plusieurs scènes et personnages se retrouvent ainsi dans son travail à différentes époques de sa vie artistique,
comme l'enfant malade, qui représente le calvaire de sa propre sœur, le vampire ou encore le baiser. Freudien convaincu, interrogé sans cesse par la question du refoulement et de la compulsion créative, Munch se situe au balbutiement de l'expressionnisme, sans s'échapper de la mise en forme romantique de son théâtre intérieur. On peut ainsi facilement lier les portraits de femmes contenus dans Consolation, d'autres tableaux ou impressions, notamment par le travail à la pointe sèche sur les ombres et les chevelures, l'accentuation du caractère mélancolique et oppressant du dessin, qui contient plusieurs empreintes à l'encre brune essuyée à la main. L'étreinte entre les deux femmes est plus aboutie que la tenue des corps dans L'enfant malade, datant de 1907, où la mère reste un peu éloignée de sa fille et moins envahissante que celle du vampire dans la forêt, réalisée entre 1916 et 1918, où les silhouettes fusionnent l'une avec l'autre. Âgé de 67 ans en 1930, Munch est atteint de graves troubles oculaires, une hémorragie venant obturer la vue de son œil droit. Il découvre à l'occasion que son œil gauche voit aussi très mal, touché par un fort strabisme. Munch fera de cette situation un sujet de recherche artistique, en utilisant la forme qui le gênait sur son œil droit, l'interprétant dans un dessin d'oiseau bleu ou en représentant plusieurs tableaux de son point de vue malade, mais aussi à partir d'autoportraits à l'œil caché. Les yeux et la vision de l'artiste ont ainsi pu évoluer en même temps, de concert, comme dans le cas de la cataracte affectant Claude Monet à partir de 1907 et visible dès 1908 dans ses tableaux peints à Venise, notamment le Grand Canal.